Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers. Je suis accompagné aujourd'hui de deux invités. Donc, je souhaite la bienvenue à Jérémy Beaumont et Thomas Giroux, donc tous les deux membres de l'équipe EMUS. Je ne suis pas sûr si je le prononce de la bonne manière. Là. EMUS, Ouais, c'est bon. EMUS. C'est parfait. OK, merci. Euh, de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un projet étudiant dans lequel il faut faire la conception et bâtir une moto électrique. Donc, nous pourrons en apprendre davantage sur ce sujet. Mais avant cela, bienvenue, messieurs. Bienvenue au podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à Merci vous. à toi de nous recevoir. Mais oui, ça fait plaisir. Tu sais, je le mentionnais un petit peu avant qu'on aille en ondes, entre guillemets. Là. On n'est pas vraiment en ondes, mais on a beaucoup quand même dans le podcast invité de projets étudiants. Puis je les trouve vraiment fascinants parce qu'ils sont vraiment tous différents. Mais ils ont tous un peu une petite twist. Là. Le premier épisode, c'était sur le biogénus ou Genius. J'ai tant de la misère à le prononcer. Là. Mais c'est un projet, je pense, de l'Université de Sherbrooke aussi, dans lequel ils font un exosquelette. Qui est un projet fascinant là, quand même de penser à ça, qu'il y a des projets étudiants d'exosquelettes, puis là, des motos électriques. Pour être honnête, j'avais jamais pensé à ça, le concept d'une moto électrique. Là, puis, tu sais, ayant vu un peu la férocité des équipes cherbouquoises dans des compétitions étudiantes dans le passé, je suis sûr que le projet EMUS, ça va très bien. Je ne sais pas, vous pourriez m'en parler, peut-être que je me trompe. Là. Je suis sûr que ça va très bien parce que généralement, on dirait que l'Université de Sherbrooke se démarque des autres dans des projets comme ça. Puis justement, fait que je voulais demander, qu'est-ce qui fait en sorte que, au niveau d'ingénierie puis technique, que l'Université de Sherbrooke se démarque autant dans des projets comme ça? Est-ce que vous avez une idée? Ou c'est peut-être juste un peu hasard, là? Je pense que je peux y aller pour commencer. Là. Euh, je dirais que premièrement, là, c'est que l'Université de Sherbrooke, en tant que telle, les bacs avec les stages qui sont emmenés, puis on a beaucoup de projets qui ramènent à la technique. Ça fait que je pense qu'il y a une certaine culture là, d'essayer de pousser côté technique, côté projet. Euh, puis ensuite de ça, il y a la fierté. Tu sais, dans les années précédentes, là, il y a par ailleurs les projets machines, justement, des jeux de génie, tout ce qui est Biogenius aussi, ont déjà gagné des prix. On a plusieurs groupes techniques qui gagnent des prix. Ça fait que ça fait une certaine motivation de. Tu sais, on a un nom, un peu un nom à défendre, puis un nom qu'on veut pousser. Puis on a aussi des super belles installations là, à l'université. Là, on a le studio de création que ça s'appelle. Fait que tout ce qui est machine-outils, tout ce qui est pour tester côté électronique, nos batteries, on a des installations en même d'université. Et on peut fabriquer nos pièces, on a des ateliers pour travailler de l'espace. On a juste. L'université est prête à collaborer, les professeurs sont faciles d'accès parce que c'est une petite école, c'est pas des grosses classes, fait que c'est facile de poser nos questions. Ça fait que tout est vraiment en place pour qu'on puisse avancer. Ça fait qu'une fois qu'il y a une couple de personnes motivées, là, ça devient facile qu'un projet puisse débouler et qu'on se ramasse à bien performer. Là. Ben oui, avoir les outils, c'est ça, c'est tellement important. Fait que, tu sais, je connaissais pas ça, j'avais jamais entendu parler de ça, l'espace créatif. Donc, c'est une espèce d'espace partagé avec plein d'outils, puis tous les projets étudiants ou des étudiants qui ont des projets divers, dans le fond, ils peuvent travailler là, puis avancer leur truc là. Ouais, c'est ça. Mettons, tu sais, c'est séparé en petites sections. Là, je dirais, il y a, mettons, une salle mécatronique. Ça fait que tu vas avoir des espaces pour souder, des espaces pour travailler de l'électronique. Il y a une salle de machine-outils, une salle de soudure, des endroits comme plus spécifiques pour des petits projets, puis d'autres endroits comme nous, on a un endroit attitré pour le projet EMUS. Ça fait que c'est comme un carré, si on veut. Puis ils nous fournissent tout ce qui est outils manuels, perceuse, name it, là. Si on en a Ah, besoin, ils sont ouverts, travail du bois. Puis sinon, il y a des salles d'études, puis des salles de réunion là, pour les rencontres d'équipe. OK. C'est vraiment un beau bâtiment, puis surtout juste pour réguler tout ce qu'il y a à l'intérieur du studio, un peu toutes les formations, ben, les professeurs sont prêts à nous donner les formations, puis justement c'est tout barré avec lui pour des mesures de sécurité. Fait que ça apprend justement du monde qui sortent un petit peu plus du coin de la ville, qui ont plus ou moins souvent touché à des outils. Ça leur permet d'apprendre justement au studio, d'avoir la machinerie pour pouvoir toucher, pour pouvoir vraiment développer leur côté pratique. Fait que c'est vraiment Mhm. une belle installation, puis un beau investissement que l'Université de Sherbrooke peut être très fière de cet investissement-là. C'est hot, ouais. De la manière que je vous en entends parler, ça a l'air effectivement quand même d'une belle bâtisse. Puis, tu sais,
moi, dans le passé, dans le fond, j'étais dans le projet d'Alarion Supermillage de l'Université Laval, puis on a fait un épisode du podcast aussi là-dessus en invitant deux invités, un peu comme on fait là avec vous. Puis, une affaire que je me rappelle, c'est qu'on partageait une section des locales avec un autre projet étudiant. Je pense que c'était le Baja, donc il faut qu'il fasse un genre de véhicule là, pour traverser des dunes de sable, là. Un genre Puis, de side-by-side. ouais, c'est ça. Donc, le Baja, dans le fond, c'est ça, on partageait le local avec eux et on avait quand même beaucoup d'outils à nous. Puis on partageait ça avec d'autres projets étudiants, mais tu sais, pas mal, chaque projet étudiant avait un peu son espace distinct. Puis juste avec nos outils à nous, des fois, on avait de la misère à se replacer. Puis même en industrie, c'est quelque chose que je remarque avec les entreprises où j'ai travaillé. Là, juste avoir même un nombre limité de personnes ont de la misère à partager efficacement les outils. Là. C'est tellement drôle comment juste avec, mettons, une équipe de 10 personnes, genre garder les tournevis à la bonne place, là, dans le petit trou de tournevis, on a de la misère. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, bon, je sais pas comment ça se passe avec autant d'étudiants ou autant de différents groupes en commun. Peut-être que vu que c'est une petite école, eh ben, plus petite université, je devrais dire un petit peu, peut-être c'est moins pire, là, je sais pas, là, mais en tout cas, ça m'a juste fait penser à ça. Fait qu'est-ce qu'ils ont entrepris comme solution un peu genre le studio qui c'est justement toutes les grosses machines premièrement comme je disais les protocoles de sécurité ben on a faut tout le débarrer une clé qui nous donne accès à la machine genre justement OK, fait que la clé doit toujours revenir puis on voit exactement qui a pris les grosses machines qui a déjà utilisé puis pour ce qui est de tous les petits tournevis ben tu sais tous les petits outils tournevis pis tout chaque stand qui a une équipe ou tu sais, en général, la bâtisse, ben, ils ont des outils qui sont justement tagués. Fait que souvent, les outils, ben, tu vois un outil traîner, ben, tu sais, il est acquis. Donc, ouais, tu es capable de le ramener à la même place. Là. Il y a un peu un genre de 5S qui est établi dans le studio sur la OK. manutention des outils. Wow, ben c'est ça, OK. Quand tu avais mentionné l'affaire des cartes, là, j'étais sûr que c'était genre les portes à clé, mais c'est ça aussi les machines. Ça, le cadenassage, tu sais, c'est un concept qui revient souvent, là, tu sais, dans la sécurité, justement, industrielle, de dire justement t'as ta clé. Puis... Fait que c'est bon. Dans le fond, fait que là, c'est intéressant. Fait que là, peut-être à partir de là, on peut peut-être commencer à se déplacer un petit peu dans la conversation. Là, juste pour les gens qui ne savent pas, puis un peu pour m'informer moi-même, parce que moi-même, je ne sais pas exactement. euh, c'est quoi un peu l'objectif de votre projet? Je sais que c'est une moto électrique. Y a-t-il d'autres détails par rapport à ça ou y a-t-il d'autres facettes avec tous vos beaux outils, là, faire cette moto? C'est Ouais, quoi? ben, je peux commencer général, là, la compétition Moto Student, là, c'est quoi? En fait, c'est une compétition internationale universitaire de moto, là, comme dans le cadre de la plupart des projets étudiants, c'est comme une association qui va gérer ça. Puis, cette année, je crois que c'est environ 83 universités différentes qui participent, ou 83 équipes, du moins différentes. Puis là-dessus, c'est, mettons, 46 équipes qui font des motos électriques, 37 des motos à gaz. Puis toutes ces équipes-là, au mois d'octobre 2023, on va se regrouper en Espagne pour aller compétitionner dans différentes épreuves. Là, il y a des épreuves, que ce soit accélération, freinage, agilité, puis une épreuve de course. Ça va être le but de la compétition au final, c'est de concevoir, fabriquer, puis de compétitionner cette moto-là. Si on se dirige un peu plus vers nos objectifs de côté de l'équipe EMUS, je dirais qu'on l'objectif général, ça va être de construire une moto ayant une plateforme qui est le plus flexible possible. Donc, ça va être de la facilité d'interchanger, mettons, d'une itération d'une version de moto à une autre, les différentes composantes. Tu sais, de ne pas avoir à refaire une nouvelle moto à chaque année. Mhm. Tu sais, côté mécanique, on a un châssis monocoque pour ça. Je peux l'expliquer un peu plus en détail là, si on veut. Là. Mais Ouais, ben ouais, ouais. je Ben sais pas si tu veux. Mais là, je suis juste intrigué. Dans le fond, je veux juste être sûr de ce que tu as dit. Tu me dis que c'est une moto électrique, mais que dans la compétition, il y a différentes. C'est quoi vous avez? Il y a différentes Ouais, faces. il y a deux catégories. Il va y avoir électrique, puis il va y avoir la catégorie à gaz, OK. donc petrol, qui appelle. Puis on course dans les mêmes épreuves, mais au final, nos temps ne sont pas comparés ensemble. C'est vraiment, OK. t'as des prix pour électrique, des prix pour pétrole. OK. Fait que si je comprends bien, vous, avec votre moto, vous, c'est seulement électrique ou vous devez pouvoir, justement, comme tu as dit, pouvoir changer de module facilement entre les deux, ce qui doit être très difficile à faire, là, mais. Ah, nous autres, on participe juste côté électrique, mais dans le fond, qu'est-ce que plus pour peaufiner, qu'est-ce que Jérémy voulait dire par flexible, ben, une plateforme interchangeable, c'est juste comme objectif d'équipe, on s'est placé vraiment, on veut juste avoir une solution électrique puis mécanique, ben, surtout côté électrique, on peut prendre puis changer de châssis de moto, puis genre
être prêt à rouler, là, à faire quelques modifications, mais on veut pas avoir une plateforme électrique qui requiert beaucoup de modifications à chaque fois. On veut juste vraiment avoir quelque chose de standard, basic à interchanger. Mhm. Fait OK. que pour OK. faciliter un peu les plateformes de véhicules électriques. OK, donc pour pouvoir dire, mettons, OK, pour simplifier les plateformes électriques, pour pouvoir s'améliorer d'année en année le plus facilement possible, ça veut dire? Puis aussi, est-ce que c'est pour faciliter les réparations? Est-ce que des fois, il y a des réparations à faire en temps réel? Tu sais, des fois, c'est ça qui m'a impressionné là, à la compétition machine. La majorité des universités, là, c'était à l'Université Laval là, cette année, c'est une compétition, là, il doit faire un petit robot, je sais que vous êtes familier avec ça. Les étudiants arrivaient avec leur robot qui fonctionnait avant de partir. Puis là, quand ils arrivaient là-bas, il y avait tout un bris, on dirait, avec le robot. Puis on dirait que, ben là, sauf l'Université de Sherbrooke, ça avait l'air de s'être quand même bien déroulé le transport. Là. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, comment là, ils ont gagné la compétition là, pour. C'est pour ça que vous riez, mais pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas, là, tu sais. Fait que, comment est-ce que ceci, ça facilite justement le transport? Comment vous réagissez au bris comme ça? C'est un peu pour ça aussi ou pas? C'est sûr, nous, on est. Ben, oui, la plateforme, c'est aussi pour faciliter justement les bris, parce que justement, avoir une plateforme flexible, ça donne accès à tous nos équipements facilement. Mais pour venir un peu genre sur les bris, nous, en Espagne, ben, qu'est-ce qu'on risque de faire, c'est qu'on va emmener le moins d'outils, ben, le plus d'outils qu'on possible, mais vu qu'en Espagne, on s'en va en avion, un groupe technique quand même, tu sais, on n'a pas des budgets genre assez élevés, ben, on Ouais. va probablement les années passées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelques ententes avec les autres équipes, tu sais, ils se sont mis un peu amis, puis les équipes, au final, quand il arrive un bris, ben, ils vont être capables de s'entraider. Fait que OK. c'est un peu genre, tu sais, c'est pas, oui, c'est une compétition, mais on est tous là pour avoir du fun tout ensemble. Fait que Mhm. j'ai hâte de voir cette année encore la relation qu'il va y avoir entre les autres équipes, mais on espère justement avoir développé des nouvelles connaissances, puis genre pouvoir avoir du fun entre les autres personnes des compétitions. Autant du monde de l'Europe que du monde américain. Fait que, Ben oui, tu sais, ça, c'est fascinant. C'est ça, c'est en Espagne. Tu sais, c'est pas juste aux États, c'est pas juste en Illinois, là. Tu sais, des fois, c'est ça, compétition étudiante, tu sais, c'est comme aux États. Là, c'est en Espagne. Fait que moi, je me demandais comment, je saute un peu loin dans les questions que j'avais prévues, là, mais comment vous prévoyez envoyer la moto là-bas? Je comprends pas, genre, comment. C'est lourd, là, tu sais, Ben, c'est gros quand même, là. ouais, ben pour y aller général, là, parce que c'est un peu un dossier compliqué, pour y aller vraiment général, ça va être tout simplement d'envoyer la moto par avion. Ouais. Tu sais, il y a des régulations selon le voltage des batteries, il y a des régulations selon la taille. Ça fait que la moto, elle va partir sans nous, mais c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement envoyer par bateau. Ben ouais. Côté corrosion ou seulement délai, là, les bateaux, on sait jamais quand ça arrive. Puis ça va être par avion, puis ça va se régler dans les mois juste avant, parce que c'est une autre chose là, que vu que les prix fluctuent beaucoup, on peut pas réserver notre place 6 mois d'avance pour le transport. Mais tu sais, la moto va partir en un seul morceau si on veut. Il y a peut-être certaines choses qu'on va traîner avec nous, mais ça risque d'être plus outils ou côté programmation ou des petites choses électriques. Puis sinon, ça ressemble à ça. Le transport en tant que tel, c'est simple. Faire les démarches pour le transport, trouver des compagnies qui sont prêtes à le faire, c'est plus compliqué. OK, puis c'est ça, justement, je me demandais, tu sais, ça peut coûter combien shipper une moto de, tu sais, 300, je sais pas comment, peut-être 3, ben, je veux dire 150 ou 300 livres, je sais pas exactement comment ça pèse, là, peut-être que vous pouvez m'aider Ouais, là-dessus. c'est dans ces eaux-là, là, ben, même peut-être un peu moins là, que 300 livres. Là. De mémoire, on parlait de 150 kilos, mais ça, c'est pas des chiffres dont on est certain. Là. OK. Mais dans ces eaux-là, mettons 350 livres. Les prix, pour notre année, on ne sait pas. Les OK. prix ont beaucoup changé. On a eu des prix avant COVID, là. Ça OK. fait que c'est plus les mêmes choses, mais je pense que ça leur avait coûté autour de 15 000 quand ils nous en avaient parlé. Hi! C'est vrai Mais que c'est ça fait longtemps, puis ouais. c'est pas des prix qu'on peut savoir tout de suite. Là. ça, Ben tu sais, oui, ça dépend aussi beaucoup de la saison, les prix d'avion. Fait que c'est pour ça que, genre, comme on dit, on peut pas savoir vraiment exactement à quel point ouais. Ouais. que ça va coûter. Fait que on met le plus d'argent de côté possible, puis Ben oui, Ouais. on va c'est être ça. prêt à toute éventualité. 15 000, tu sais, Mais, c'est une ordre de grandeur, là, je le sais, mais quand même, tu sais, c'est quand même très élevé, là, fait que je suis ouais. content de voir, tu sais, c'est ça à quel point. En étant une équipe nord-américaine, c'est un des challenges qu'on a de plus. Tu sais, c'est 15 000, mettons, là, c'est un gros montant de moins qu'on peut investir dans la moto, comparé à des écoles qui sont. Tu sais, on va s'entendre, le monde de la moto est beaucoup plus gros
en Europe. C'est toutes les universités autour en Europe. La compétition de moto là-bas, c'est énorme, là, comparé OK. à ici. Fait que toutes les universités autour sont vraiment proches. Puis c'est facile d'accès. Puis ils n'ont pas tout l'argent du transport à investir nécessairement. OK, fait que c'est pour ça que c'est en Espagne aussi, probablement. Là. C'est justement en Europe, c'est parce que la moto là-bas, c'est plus gros. Puis... Ouais, on court sur un. C'est un circuit officiel du MotoGP là, qui est un peu Ah, la Formule 1, si on veut, de la moto. Là. OK. Puis là, justement, tu sais, pour. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est une question niaiseuse, mais tu sais, pour ramener la moto, pour la faire livrer, est-ce que vous pouvez la conduire? Est-ce que ça se conduit au Québec, la moto, ou c'est pas légal, dans le fond? La moto, tu sais, présentement, on pourrait pas la conduire genre au Québec parce que justement, tu sais, il y a des affaires d'évaluation de la SAC, tout faudrait que ça passe, fait Mhm. que on n'a rien envisagé de ce côté-là. Puis encore moins en Europe parce que c'est encore pas les règlements, puis il y a encore des restrictions que, tu sais, pour nous, c'est la SAC, en France, je sais pas comment ça s'appelle, mais Ouais. c'est Ben sûr oui. qu'on, si on n'est pas plaqué, on pourra pas rouler à moto. Mhm. Peut-être qu'un jour, après la compétition, on va avoir un peu de fun puis on va décider d'essayer de la faire plaquer, mais tu sais, c'est pas une option qu'on a envisagée Ouais. prochainement. Là. Présentement, on se concentre plus sur la compétition. Ben oui, Fait vous que, avez vos priorités, là, c'est ça. ouais, exact. Fait que tu sais, c'est ça, justement, c'est un peu une question que je voulais poser un peu plus loin. Niveau sécurité, justement, tu as dit, bon, c'est pas plaqué, la SAC doit faire plein de checks, il y a plein de lois, de réglementations. C'est quand même une moto, je sais pas à quelle vitesse ça va aller en compétition, vous pourrez m'en informer, tu sais. Tu sais, puis fait, comment vous faites, tu sais, pour garder un niveau de sécurité, tu sais, pour faire des tests. Je sais que le gars, il doit avoir un casque et un soute, là, mais Ouais, tu sais, c'est au-delà sûr. de Là. ça, là. Tu sais, du côté de la compétition, on est beaucoup régulé. On a beaucoup de rapports à remettre à la compétition, justement, côté des, comment on va faire notre branchement électrique, comment que la mécanique va se faire aussi. Fait que, tu sais, on a beaucoup, justement, on est évalué là-dessus dans nos rapports. Fait que si la compétition évalue qu'on n'est pas apte, on n'est pas assez sécurité pour faire la compétition, ben, on n'est pas assez sécuritaire. Il y a aussi justement des arrêts d'urgence en avant, en arrière de la moto. Niveau voltage de la batterie, on est régulé à 100 volts. OK. 120 volts, je pense. Ouais, 120 volts. Justement pour empêcher qu'il y ait trop de voltage puis qu'élever la dangerosité de la moto. Euh, Au niveau plus, mettons, de l'université, on a beaucoup de protocoles de sécurité à faire avec l'université avant de tous les tests de déchargement de batterie, de rechargement de batterie. Chaque fois qu'on veut tester un moteur, si on veut tester la moto, on va tout le temps avoir des tests de protocoles de sécurité qui sont évalués par des ingénieurs de l'université. Fait que, on est quand même, on est surveillé. On peut pas Ouais. faire n'importe quoi. Puis OK. faut vraiment prouver que notre installation est sécuritaire. Là. Fait- mais c'est intéressant, ça, les tests de décharge de batterie. C'est-tu pour éviter des situations comme les Samsung là, qui pétaient dans les avions là, ou les grosses batteries qui gonflaient? Ça a-tu rapport avec ça? Ou tu sais, d'utiliser beaucoup de voltage d'une batterie rapidement, ça peut-tu causer un surchauffe ou une explosion, quelque chose? Dans le fond, une batterie, côté plus technique, comment c'est fait, là, c'est souvent, on peut prendre un exemple, là, c'est pas des batteries Duracell, mais c'est des cellules qu'on appelle. T'en as de toutes sortes, là, t'en as des cylindriques comme des Duracell rondes, t'en as des prismatiques, des pouches. Ça, justement, quand tu fais une batterie, il faut que tu les mettes soit en série, soit en parallèle, puis là, ça te fait, justement, quand tu es en série, ça augmente ta tension, quand tu es mis en parallèle, ça augmente ton courant. Fait que chaque cellule, c'est carrément comme quand tu achètes un chandail ou n'importe quoi, tu as différents modèles pour différents prix. Fait que c'est ça. Souvent, genre, qu'est-ce que ça fait? C'est il faut que tu regardes la tension que tu veux. Fait que tu vas mettre le nombre de cellules en série comme pour avoir la tension désirée. Puis justement, ton courant, ben, t'es limité parce que si tu tires trop de courant sur une batterie qui n'est pas adaptée pour, ben, comme tu as dit précédemment, ben, il y a un risque de surchauffe. Puis OK. c'est là que les batteries prennent feu. OK. Fait que C'est ça fait ça. un petit système d'emballement. OK. Fait que c'est intéressant de voir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des ingénieurs qui sont payés probablement par l'Université de Sherbrooke, qui sont des professeurs qui vérifient tous ces éléments-là, dans le fond. Pour nous, depuis que le studio il était mis en place, le studio a justement des ingénieurs sur place qui s'occupent présentement de surveiller nos installations, faire
justement tout signer nos protocoles de tests et tout. Projet de fin de bac, c'est une autre affaire. C'est vraiment un professeur qui est attitré pour surveiller le projet de fin de bac. Je sais qu'il y a quelques changements qui s'en viennent de ce côté-là de l'université. On n'est pas trop au courant de comment ça va se passer. OK. Fait que, on n'en parlera pas trop parce qu'on Ouais, on n'a pas plus d'informations. c'est correct. C'est correct. Fait que, ben, c'est vraiment intéressant. Puis là, ça m'amène un peu. Là, on a parlé de restrictions, on a parlé de mesures de sécurité. C'est quoi, dans la compétition, vous diriez, à part le 15 000 de différence que vous avez avec les compétiteurs européens, là, c'est quoi les éléments qui sont les plus restrictifs pour vous? Donc, c'est quoi qui vous met le plus de bâtons dans les roues au niveau technique? Parce que tu sais, des compétitions comme ça, moi, j'en ai participé justement, il y a tellement des règlements, puis vous venez d'en avoir encore plus. C'est quoi qui te fait, mettons, pas le plus chier, là, mais tu sais, le plus dire aïe aïe, si ce règlement-là ou si ça c'était pas là, on pourrait vraiment performer plus. Euh, Tom, je pense que tu peux y aller là, parce que c'est beaucoup côté électrique. Parce que sinon, ça va être surtout côté mécanique, c'est beaucoup. On n'est pas si restreint. On va être restreint. Exemple, on a 2500 newtons de charge verticale à respecter, puis 3000. Puis ça se résume à ça, là. On a une certaine largeur qui est pas restrictive tant que ça. Sinon, ça va être le concept d'une moto. On est sur deux roues. Il faut optimiser beaucoup le poids, puis on n'a pas beaucoup d'espace pour placer les composantes en tant que telles. Ça fait que, niveau restrictif pour la compétition, c'est moyen les régulations. Ça va être beaucoup le fait qu'on a un petit espace où est-ce qu'on peut venir jouer avec des paramètres limités, qui sont, côté mécanique, beaucoup la géométrie de la chose. Et une moto, c'est hyper sensible au freinage, aux accélérations en sortie de virage. Ça fait qu'il faut faire attention à comment le poids est réparti. Il ne faut pas avoir trop de masse, exemple en haut. Il faut essayer de limiter la masse en arrière à cause que quand on passe à un freinage, on freine beaucoup en avant. Fait qu'il y a beaucoup de masse qui tombe en jeu. Ça va être vraiment côté mécanique, ça va être le design géométrique, je dirais, là, de comment on place nos paramètres. Puis au final, il y a un tuning là, en bon anglais qu'on fait à la fin. Ça va être on passe sur le dyno, tuning, accélération, euh, comportement moteur, puis on veut ensuite de ça, il va y avoir tous les amortisseurs. Ça va être on passe, on a des mécanos, là, on essaie de se trouver des shops de mécanos pour nous faire ça, des gars qui connaissent ça. Là. OK, pour faire ces tests-là, puis ces vérifications-là, dans le fond. C'est Ouais. ça que tu dis. Ça, là, je devrais peut-être le mentionner tout de suite avant d'aller plus loin, puis j'ai oublié de mentionner. Toi, Jérémy, tu es en train de faire un bac en génie mécanique. Ouais, C'est ça? exact. Et Thomas, toi, tu fais un bac en génie robotique à Sherbrooke. Fait que là, ça peut peut-être mettre en contexte ces questions, un peu les réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant, là, peut-être pour aider là, les auditeurs, parce que moi je le sais, mais eux, ils ne savaient pas. Voilà, donc avec ça, Thomas, peut-être que toi, tu peux maintenant dire un peu c'est quoi les éléments restrictifs du design à ton niveau. Ouais, dans le fond, ben, plus général, design restrictif, c'est la batterie, premièrement. La batterie, c'est un gros morceau. Souvent, ben, si on compare une moto électrique avec une moto thermique, qu'est-ce qui prend de la place? Le moteur, la transmission. Nous autres, qu'est-ce qu'on parle l'électrique? Qu'est-ce qui prend de la place? Le moteur, c'est minuscule. La batterie, c'est énorme. Fait que, OK. tu sais, un moteur d'une moto électrique, ça peut être très, très, très petit. OK. Puis, ça va être toujours restreint au niveau de la batterie. Genre, la batterie, ça prend du volume. On est sur une moto, on n'est pas sur un auto. Fait que, qu'est-ce qui est restreint sur une moto, c'est son volume en plus. Ouais. Sinon, un gros élément que peut-être que j'aurais oublié de parler, c'est le temps de nos membres. Ça, je pense que c'est un aspect qui est vraiment restrictif parce que on est à l'université. Pas l'université, ça demande beaucoup de temps. Il y a plusieurs de nos membres, ils travaillent au travers. Euh, c'est un peu dur de prendre de l'avance à l'université. Tu sais jamais quels travaux. Tu sais, un professeur peut arriver puis te dire OK, ben dans une semaine, tu aurais tel travaux. Fait que trouver le temps, nous les membres, c'est assez dur. Fait que c'est pas mal un des gros aspects que genre on aime ça. Tu sais, nos membres, on le voit justement qu'ils mettent du temps parce qu'ils aiment ça. Même s'ils n'ont pas le temps, ils trouvent le moyen de mettre du temps. Fait que Ouais. puis sinon, il y a le budget. OK. On est un groupe technique, on n'est pas une compagnie, fait que nous autres, comme on ramasse l'argent, c'est en faisant des partenariats avec divers commerces. Fait qu'on n'a pas, on n'est pas plein aux as, puis on peut faire ce qu'on veut. Non, nos membres doivent trouver justement de l'argent, ils doivent trouver des fournisseurs qui sont prêts à nous fournir certaines composantes. Certains justement shop qui arrivent puis ils usinent nos pièces. Fait qu'on fait des échanges avec différents partenaires à ce niveau-là.
C'est un élément vraiment intéressant, je trouve, justement, de dire, puis ça doit vous aider au niveau du budget, de dire on améliore, on a une bonne solution de base, puis on améliore un petit peu à chaque année. Tu sais, on a des modules un peu qu'on peut enlever, retirer, comme vous avez dit, facilement. Quand je suis sorti de l'Uni, c'était un élément qui m'intéressait beaucoup, là, un peu dans mon premier emploi, là, tu sais, de dire, essayer de perfectionner, tu sais, puis essayer de vraiment apporter des petites améliorations qui, ensemble, font un beau grand produit, mettons. Là. Fait que, tu sais, dans le cadre d'une moto, au moins, au début, tu as ta moto de base, puis là, ben, au début de l'année, on pourrait dire. Puis là, oui, tu sais qu'il faut ta chip à 15 000 là, mais je veux dire, à part ça, tu peux juste l'améliorer finalement, là, j'ai l'impression. Fait que je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Fait que là, je me demandais, peut-être qu'on peut continuer maintenant. Puis, ah oui, excuse, il y a une affaire que je voulais demander. Niveau moteur, tu as dit que le moteur était minuscule, puis la batterie était Ouais. très grosse et très lourde. Puis les batteries, je sais, tu sais, ça peut être assez gros. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, peut-être pour donner un ordre de grandeur, ça ressemble à quoi à peu près le moteur en niveau de dimension Ben, comparé à la justement, un batterie? moteur, tu sais, c'est différent. Mettons, si on parle. Là, présentement, le moteur il a été fourni par la compétition, justement, pour réguler un peu les compétiteurs, puis que Ben, pour que les universités mettent l'emphase sur autre que le moteur. Euh, un moteur, tu sais, ça va toujours dépendre. Là. Fait que, comme nous, sur une de nos anciennes motos, ben, une moto qui a été conçue en 2017, je crois, le moteur, il fait environ la moitié de lui qu'on a actuellement, puis il fait le triple de la puissance. Fait que, tu sais, c'est vraiment, Ok. c'est un peu dur de donner un ordre de grandeur. Ça dépend vraiment de la marque du moteur. Qu'est-ce que le moteur, genre, il envisage de faire? Souvent, le moteur il vire à moins haute vitesse, mais qui veut dégager plus de torque, ils sont faits un petit peu plus gros. Mhm. Tu sais, les moteurs, justement, dans les motos GP, souvent, il y en a que tu peux tenir juste dans une main. Fait que, tu sais, ça peut être minuscule, comme il y en a que ça peut être pas mal plus gros. Côté batterie, l'ordre de grandeur, c'est encore, tu sais, c'est encore diversifié parce que plus que tu veux avoir d'énergie dans ta batterie, plus que ta batterie va être grosse. Fait que Mhm. c'est un peu difficile de donner un ordre de grandeur là-dessus. Là. Fait que, OK, mais mettons, dans votre cas, là, mettons, une des batteries que vous allez utiliser là, qui est dessus, est à peu près lourde comment puis grosse comment? Le poids, exactement le chiffre, je pourrais pas te le dire, mais environ, À peu près. nous autres, on a 6 batteries qu'ensemble, on les met en parallèle, puis ça OK. donne une autre batterie. Mhm. La batterie doit faire environ 1,5 pied par de long, par Mhm. environ 1 pied de haut, par 2 pouces et demi de large. Fait que, OK. tu sais, mettons, on fait ce volume-là fois 6, ça nous donne quand même un bon bloc, là. OK, je pensais que tu allais dire c'était le total, là, ça. Là. Non, c'est Oh fois non, ça 6. c'est un sixième, là. Fait que, tu sais, Aïe, aïe. c'est quand même, ça commence à être un bon bloc, là. Ben oui. Côté moteur, pour donner un ordre de grandeur là-dessus, c'est un peu, j'essaie de Mais trouver un. t'as dit tantôt que ça tenait dans la paume de ta main, là, Ouais, je pense dans le l'année fond, 2010. c'est pour certains moteurs, là. Tu sais, OK. le nôtre, il fait peut-être environ 1 pied et demi de OK. diamètre OK. par, Ouais, c'est plus autour de par 8 10 pouces, pouces. ouais. OK. C'est comme 8 pouces de diamètre avec comme 6 Ouais. pouces d'épais. Là. OK. Mais Quand même. ouais, ça varie quand même beaucoup parce que comme il dit, Ouais. le dé- la moto plus performante qui n'était pas régulée par les règles en même compétition, c'est pour ça qu'elle était plus performante, c'était à peu près le même diamètre, mais comme la moitié moins en épaisseur. Puis on allait chercher des puissances encore plus élevées. Fait que C'est spécial, ouais. ouais, Tu sais, ouais, ben, ouais. je m'y connais pas. J'ai un peu oublié toutes les notions de moteur que j'ai appris à l'université, mais il y a une affaire quand même intéressante reliée à ça, puis c'est relié à des discussions que j'ai déjà eues avec mes amis en lien avec la Formule 1. Tu sais, il me semble que ce qu'ils me mentionnaient, eux, ils suivent ça. J'ai des amis qui suivent beaucoup ça. Peut-être que vous, ça vous intéresse beaucoup aussi, vu que Ouais, c'est quand même ouais. proche. OK. Mhm. Puis Ouais. ce qu'il me disait, c'est que là, des fois, la Formule 1, tu sais, ils régulent, mettons, en disant, en donnant une limite d'argent, dans le fond, que les équipes peuvent dépenser en recherche-développement dans leur véhicule. Je sais pas si je suis loin de la vérité, là, ça a-tu un peu du sens ce que je dis là, ou c'est En l'inverse? Formule 1, ouais, maintenant c'est comme ça là, depuis comme 3 4 ans, mettons. OK. Là. Mais C'est ouais. ça, OK. Fait que, tu sais, comment vous trouvez ça? Tu sais, on dirait qu'il y a comme deux côtés, là. Soit que tu peux dire aux écuries, dans le fond, de Formule 1 ou de moto, OK, on limite le moteur, on vous donne le moteur ou on vous donne un cap d'argent que tu peux dépenser. Puis là, c'est des entreprises, tu sais, c'est comme, j'aurais tendance à dire que ça peut être des fonds d'argent quasiment illimités, là, virtuellement illimités, là, tu sais, les Formule 1, l'argent qu'ils peuvent mettre là-dedans pour avoir leur Ouais. image de marque qui est out there. Mais Ou c'est l'inverse de, ah, excuse, ouais, vas-y.
Ben, je crois que d'un côté compétition, je crois que c'est bon parce que ça réduit justement les écarts. Tu sais, si on continue avec l'exemple de la Formule 1, tu avais des écuries comme Mercedes qui ont des fonds en ont pu finir. Là. Ils Ouais. peuvent mettre de l'argent comme ils veulent. Ça fait que du temps de simulation, s'ils veulent payer les meilleurs ingénieurs pour faire de la CFD, pour tout ce qui est design aérodynamique, ils peuvent se le permettre sans problème versus une écurie comme As, qui était une nouvelle écurie dans le temps. Pas beaucoup d'argent, ils doivent réutiliser des pièces d'autres écuries. Ça faisait pas vraiment de sens de les mettre les deux ensemble. Là, quand c'est, mettons, une équipe qui va acheter un moteur Ferrari, ça ferait pas de sens pour Ferrari de vendre leur moteur à quelqu'un qui va les battre. Fait que, Ouais. tu sais, tant que tu vas acheter tes pièces d'un autre compétiteur, bon, là, cette année, il y a une exception avec Aston Martin. Mais en Ok. général, tant que tu vas racheter. Ouais, Aston Ok. Martin, ils ont racheté les moteurs Mercedes, mais en ce moment, ils performent mieux que Mercedes. Ok. C'est assez rare. Normalement, tant que tu vas racheter tes pièces d'une autre écurie, tu vas tout le temps être moins bon. Ce qui fait que de limiter des niveaux budget, ça légalise un peu le tout. En gros, en Formule 1, c'est ça qu'ils font. Côté universitaire, d'après moi, c'est vraiment dur à appliquer. Là. Je crois pas que c'est réaliste de le faire, mais Mm. ça pourrait éventuellement, si on voit une trop grande disparité que les équipes en Europe sont capables d'aller chercher des budgets de fous versus les équipes Mm. d'Amérique du Nord. Je crois que c'est. En tout cas, côté compétition, moi j'aimerais vraiment ça. Côté design, c'est sûr que plus que tu as de budget, plus tu peux aller loin, Ben oui. plus tu peux développer ta technologie. Mais ça ressemble à ça, là, je crois. Mais en même temps les projets étudiants comme ça, comme vous avez mentionné tantôt, les étudiants donnent de leur propre temps là-dedans. Ils sont pas vraiment rémunérés. Donc, tu sais, on pourrait dire, mettons, une grosse université européenne pourrait dire, OK, nous autres, on a tellement du monde, là. Fait que là, genre, tout ce monde-là donne du temps finalement dans le projet. Ça se pourrait. Donc, tu sais, il y aurait comme un avantage. Même s'il y aurait un cap d'argent, tu sais, au final, avoir ce désavantage-là, mettons, ça se pourrait. Ouais, c'est sûr que ça resterait des désavantages, mais ça reste un gap de fermé en moins qui à aller chercher. Mais oui, en Europe en général, mettons, ils ont un studio de création, nous autres, qui est pour tous les projets. Ils vont avoir un studio de création dédié à leur moto puis à leur formule. Ça OK. va être juste ces deux choses-là, une bâtisse complète avec des centres d'usinage qui ont accès. Wow. C'est un monde différent. C'est des universités axées sur des choses différentes. Puis je crois que, point de vue étudiant, hein, il n'y a pas nécessairement de bénéfice à être une université à un autre. Là. Ouais. Le but du projet, c'est de pouvoir apprendre, développer ses connaissances puis les appliquer. Ben oui. Non, c'est vrai. Il y a aussi le fait que, justement, vu qu'on est restrictif sur l'argent, nos membres, ben, ça va pousser à aller voir diverses personnes, puis ça va leur faire des contacts. Souvent, des fois, justement, avec nos partenaires, on fait des échanges, on va visiter les entreprises et tout. Puis, tu sais, c'est donnant-donnant parce que souvent, avec la pénurie de main-d'œuvre, ben, les employeurs se cherchent des employés, des stagiaires et tout. Tandis que nous autres, les stagiaires, ça leur permet justement de voir qu'est-ce que cette entreprise-là ils font, si ça leur intéresse, puis possiblement aller travailler là. Fait que ça, ça dépend vraiment. Avoir trop d'argent, c'est pas bien mieux non plus, là. C'est juste avoir le Mhm. juste équilibre pour pas nuire au projet, mais aussi laisser les membres voir la situation qu'ils vont probablement faire face sur le marché du travail après. Ben oui. Fait que rencontrer du monde Ouais. et tout, là. Ouais, vous avez dû tellement comme faire des contacts justement, tu sais, quand tu dois faire Ouais. usiner tes pièces, tu sais, puis t'as pas beaucoup d'argent, sûrement que tu t'essayes, tu dis, on peut te donner un peu de publicité à ton entreprise, t'es capable de nous faire un rabais, tu sais, je sais pas comment ça se passe ces conversations-là, mais ça doit vraiment aider. Ça ressemble pas mal à ça. Là, je dirais. Le meilleur, c'est les coups de téléphone. Ça marche toujours mieux parler aux gens que leur envoyer un courriel. Puis, en gros, ça ressemble à ça. Ou sinon, il y a des événements. On est allé au Salon de moto de Montréal, Salon du véhicule électrique à Montréal aussi. Puis c'est la même chose. On va parler au stand. Et on leur discute. C'est des passionnés en général, que ce soit de moto, de véhicule, d'électricité. Euh, les gens en général sont contents des deux. Là. On Ben oui. cherche tout le temps du Mhm. monde, mais c'est comme ça que ça C'est comme marche. ça que ça se passe, ouais, le networking, c'est tellement important, hein. Ouais. C'est le fun, ouais, de voir que c'est une des avenues dans lesquelles on peut apprendre ça à l'université. Mhm. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de cours à l'université qui permettent d'apprendre ça finalement, là. Ouais, non. Ça, on essaie vraiment de redonner le plus possible à nos partenaires, là, surtout, là. C'est Ben comme ça oui. qu'on se fait des contacts, puis c'est comme ça que genre les deux groupes sont gagnants au final. Fait que, Mm. Non, c'est fascinant pour de vrai, puis c'est un projet vraiment beau. Puis là,
Justement, je suis curieux. On parlait, bon, la grosseur des équipes européennes, on parle de compétition, de cap un peu artificiel. Comment est-ce que l'Université de Sherbrooke se classe parmi toutes les autres universités, on peut dire au niveau international, à cette compétition-là d'habitude? Ça ressemble à quoi? Tu sais, dans l'Alliance Super Millage, je veux pas, je veux pas tu sais, venir dire que mon université est meilleure ou est hot, là, tu sais, l'Université Laval. Mais, mais ils ont comme un genre de streak. Ils ont genre une genre de winning streak. Là. Ça fait comme tellement plusieurs années qu'ils gagnent, qu'ils remportent de suite. Fait que j'étais curieux, mettons, au niveau Emus, comment ça se passe, ce niveau-là? Au niveau des MUS, à la compétition Moto Student, on a seulement participé à une seule édition qui a eu lieu en 2018, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'il y avait eu des problèmes en compétition, mais ils ont quand même fini avec un résultat comme c'était une nouvelle équipe, puis ils ont fini dans le top 10. Ah, wow. Ouais, Bon. parmi 25 Ok. équipes, ce qui est quand même bon. Ben oui. Puis sinon, il n'y a jamais eu d'autres compétitions internationales que l'équipe a fait. Il y a eu des compétitions aux États-Unis que seule l'équipe a gagné. Ok. Comme j'ai mentionné tantôt, c'était pas les mêmes régulations. Là. Il était un peu plus libre de faire ce qu'il voulait avec Mhm. la moto. Puis il y avait un projet de fin de bac. Là. Je sais pas si tu es au courant un peu à Sherbrooke comment ça fonctionne, là, mais les dernières années et demie ou les 2 dernières années du bac sont consacrées principalement à un gros projet final. Puis il y avait un gros projet qui était de projet Phoenix, qui était de faire cette moto-là. Mais ça allait tomber durant le COVID finalement. Fait que la compétition a été annulée. Mais Dommage. en gros, c'est ça. On n'a pas beaucoup de résultats par rapport Ok. à cette compétition-là. OK. Puis, OK. Fait que c'est quoi? Fait que les autres universités, les autres, excuse, compétitions, comme tu mentionnes, c'est comme, mettons, aux États-Unis, c'est d'autres compétitions qu'il y a eu dans le passé. Fait que ça, vous y allez pas cette année, dans le fond? Ou il y en a pas? Non, Non. dans le fond, Ouais, vas-y. Dans le fond, la compétition cette année, c'est au New Jersey. Elle, aux États-Unis, que l'équipe précédente avait participé. La compétition, c'est vraiment genre n'importe qui, là. Fait que c'est pas juste universitaire, ça peut être juste un millionnaire qui se pointe avec une moto qui a modifié lui-même. OK. Nous, cette année, vu qu'on a une équipe qui est assez nouvelle aussi, là, on a environ quasiment la moitié, si c'est pas le record de l'équipe, c'est du monde qui sont rentrés à l'université cette année. Hmm. Fait que on a décidé juste, vu que le groupe il repartait un peu suite à l'interruption qu'il y a eu avec la COVID, ben, on a juste de consacrer notre temps sur la compétition de moto soudaine. Parce que oui, on a déjà envisagé de y aller au New Jersey, mais elle au New Jersey est dans prochainement, puis Hmm. on savait qu'on n'allait pas être prêt à temps. Justement à cause que concevoir une moto, déjà que la moto soudaine, normalement, ça se déroule aux 2 ans. Nous, où que vraiment il y a eu le boom que genre le groupe a repris, c'était surtout cet automne. Donc on a déjà du retard de quasiment une année. Fait que veut pas, justement, on a des membres qui mettent beaucoup de temps. On a réussi à rattraper ce retard-là, puis on est pas mal dans les temps ces temps-ci. Mhm. Mais on a quand même eu un an de retard, justement, à cause que il y a eu la COVID, puis le groupe qui était comme un peu laissé à lui, puis Ouais. Non, je comprends. OK, ouais. C'est ça, c'est le genre d'affaires. C'est ça qu'il faut comme trouver des remédier. Tu sais, tu peux pas comme contrôler le nombre de nouvelles étudiants qui rejoignent l'équipe ou qui s'y restent d'année en année. mhm, Tu sais. Peut-être qu'on peut commencer un peu embarquer dans le détail par rapport justement aux performances de la moto. Fait que là, on parle un peu des résultats des compétitions et tout. Comment est-ce que vous prévoyez, dans le fond, les résultats ou je devrais dire, en fait, comment vous testez la moto? Tu sais, on parlait un peu de la sécurité tantôt, là. mhm. Oui, le gars, il y a un casque et un suit, mais probablement que vous faites des simulations numériques. Souvent qu'il y a plein de tests. Vous avez parlé des bancs de tests, des dynamomètres, Ouais. je pense. Fait que, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de comment ça se passe? Ouais, mais je peux commencer. Là, côté simulation, ça va être beaucoup plus pour la mécanique. Là. Il y a des simulations thermiques pour tout ce qui est température de batterie. Mais pour la mécanique, première chose, ça va être les simulations de statique pour voir la résistance des matériaux, de qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est comme notre première étape justement par rapport à la sécurité. Là. C'est le premier filet, si on veut, qui va être filtré après la conception. Ensuite de ça, quand on fabrique notre moto, on va tester justement nos paramètres de simulation statique, est-ce qu'ils concordent avec la réalité? Ça fait qu'on se montre des espèces de bancs de test si on veut
soudé, où est-ce qu'on va fixer le châssis, puis là, on va y appliquer certaines forces, puis on peut poser des jauges dessus pour voir la déformation à certains endroits. Wow. Euh, Sinon, tout ce qui est côté dynamique, il existe des simulateurs qu'on utilise. Là. Je parle pas de CFD. On est pas assez. Idéalement, oui, il faudrait en faire et tout, mais on n'a pas assez d'expertise là, pour plus pousser dans le CFD. Là. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Là. Mais il existe des paramètres dynamiques là, où est-ce qu'on va rentrer vraiment les paramètres généraux de la puissance, le torque qu'on peut développer. Puis là, il y a déjà certains circuits de rentrée, fait qu'on peut choisir, exemple, le circuit Aragon, où est-ce qu'on va aller compétitionner. Puis là, ça nous sort à peu près un grosso modo là, au niveau de ça devrait être quoi nos vitesses dans tel virage, telle vitesse autour, puis tout ça. Mais c'est toutes des choses qu'on n'a pas le choix de confirmer rendu sur la piste, puis tester pratique. Ça fait que c'est dur le côté dynamique est vraiment dur à simuler. Côté statique, normalement, tout devrait être beau une fois qu'on arrive au test. Puis, c'est ça, là, une fois que les tests et les simulations, c'est fait, ça va être des tests avec un pilote. On a un pilote normalement qui est agrégé par l'association. Je me rappelle plus exactement du nom, là. Mais il faut qu'il soit approuvé pour courser en Europe. Fait qu'il faut qu'il ait été un pilote professionnel, si on veut. Ah ouais? Puis lui, c'est lui qui conduit notre moto sur circuit, mettons fermé. Puis là, idéalement, c'est là qu'on fait des tests avant la compétition. Puis ensuite de ça, on ramasse les données recueillies, on est capable de faire du fine-tuning avec ça. Puis là, on s'en va compétitionner. Côté mécanique, c'est vraiment ça que ça ressemble. J'ai deux. Ah, excuse-moi, Thomas. Non, non, c'est correct, vas-y. Ok, c'est bon. Dans le fond, je voulais juste dire rapidement, premièrement, les pilotes, je trouve ça tellement intéressant qu'ils sont pas vraiment dans l'équipe, puis qu'ils font juste arriver, ils conduisent la moto, puis là, ils la testent un peu avec vous, en collaboration avec vous, c'est tellement drôle. Tu sais, d'habitude, on est habitué, les projets étudiants, bon, ben, c'est comme, mettons, dans l'Alérion Supervillage, j'arrête pas de prendre ça comme exemple, mais c'est la personne traditionnellement la plus petite de l'équipe qui pilote, là, parce que c'est tout petit, là. Tu sais, fait que c'est comme tout le temps le pilote, c'est comme le plus petit, puis il fait beaucoup de pratique, puis c'est pas mal ça son rôle dans l'équipe. Mais là, c'est intéressant de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe. Fait que ça, je trouvais ça vraiment drôle là, comme concept. Puis, tu sais, deuxièmement, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les CFD, tu en as parlé rapidement, tu sais, les analyses, peut-être que je peux juste l'expliquer pour ceux qui ne sauraient peut-être Ouais. pas. Tu sais, les analyses d'écoulement, donc dynamique ou de, tu sais, mettons, de vent ou d'aérodynamisme. C'est un peu ça, là, c'est ça que ça calcule. Fait que c'est ça que tu voudrais vérifier, mettons, ta coque et tout ça, comment ça se comporterait dans la réalité. Ouais, voir un peu le drag puis les turbulences autour de notre moto, là, idéalement. Okay. Puis pour aller toucher vite fait au pilote, normalement, c'est sûr que ça va être beaucoup justement, pour les projets étudiants, ça va être des étudiants eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que les motos d'une ordre de grandeur rapide, là, ça peut aller théoriquement chercher des 200 km/h. Pas élevé, là, mais théoriquement, ça peut aller jusque-là. En course, c'est pas nécessairement ça qu'ils vont chercher. Puis ça peut être 40 personnes sur la piste en même temps qui coursent côte à côte. C'est comme une vraie course. Ça fait que ça prend du monde expérimenté. Il peut pas envoyer n'importe qui sur la moto puis conduire. Puis en cas de... Tu sais, que ça soit en cas de bris aussi, ça prend quelqu'un d'assez à l'aise pour être capable de rattraper une erreur ou s'il y a un système de freinage qui fonctionne plus, c'est des choses qui peuvent être arrivées à un pilote en compétition, beaucoup moins à un étudiant à l'université. Ah, c'est vrai. Ben oui, c'est logique. Mais tu sais, justement, c'était une question que je voulais vous demander. Puis là, après ça, je te jure, Thomas, on revient à toi. Est-ce que tu voulais dire? Je suis désolé. Oh, non, il n'y a pas de trouble. Mais dans le fond, votre moto, elle pourrait aller théoriquement à 200 km/h dans la course. C'est bien ça? C'est les chiffres qui avaient sorti en simulation. Là. C'est pas les chiffres qu'on va aller chercher réellement, là, on va être honnête. Okay. Mais simulation, les années passées aussi, c'est ça qui avait sorti. Puis on n'a pas nécessairement les top speed là, en course qu'il y avait eu, mais ça ressemble à ça. Mais je veux dire, c'est. Ok, mais ça ressemble à quoi d'abord? Mais tu sais, même 200, c'est tellement, tellement vite. Je pense que j'ai jamais roulé à 200 de ma vie, là. Mais, même si j'ai un Honda Civic. Non, mais c'était une joke, là. Mais non, j'ai vraiment jamais roulé à 200. Mais est-ce que ça ressemble à quoi d'abord les vitesses moyennes? Tu sais, ça doit tourner d'abord autour de 100, genre, c'est 80. Tu sais, je sais même pas ça ressemble à quoi dans une vraie course professionnelle. Ben, tu sais, ça dépend aussi comment la course est faite, là. Genre, là, nous, à Aragon, la course a quand même une grosse ligne droite. Ouais. Mais tu sais, il y a sur certains circuits, justement, t'as plusieurs courbes. Tu sais, juste dans F1, tout dépendamment du circuit, tu t'en vas jamais à la même vitesse moyenne, puis ça peut varier quand même pas mal.
Nous, il me semble, selon la simulation, encore là, je veux pas dire de menterie, mais il me semble on parlait d'environ 120 km/h de vitesse moyenne. Et- Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne vitesse, mais Mm. tu sais, encore là, c'est selon nos simulations. Fait que ça reste à prouver. Euh, Tant mieux si on atteint ça, on va être super content, mais notre objectif, c'est de se rendre là. Fait que, Wow, c'est tellement rapide, là, sérieux, c'est de tellement. Est-ce que des fois vous vous sentez comme. Est-ce que vous avez une certaine peur, des fois, juste en voyant quelqu'un rouler là-dessus à 140 km/h, de dire hey, si j'ai fait une erreur, ça se peut qu'il se plante solide, tu sais, ça doit ben, tellement faire quelque chose. tu sais, c'est sûr, là, présentement, la moto est pas montée. Les pièces mécaniques commencent à arriver. Justement, les commandes ils se font pas mal, puis ça rentre au compte-gouttes. C'est sûr, justement, des fois, il faut souder quelques parties du frame, puis il y a justement des gars de mécanique, ils étaient capables de souder, genre, juste à cause de l'aluminium, c'est une soudure spéciale au TIG. Mhm. Ils étaient capables de le faire, mais ils étaient comme, ouais, je suis quand même moins à l'aise, fait qu'ils allaient plus pousser ça vers du monde professionnels Ouais. là-dedans, là, qui font ça de leur vie. Fait Mhm. que, tu sais, oui, il y a des hésitations comme ça qui se fait, mais au final, tu sais, on n'est pas. Il n'y a pas juste une personne qui est sur ce principe-là, il y a plusieurs personnes, fait que souvent l'autre il va venir rassurer, puis tu sais, ils vont tout regarder ensemble, tous les défauts, qu'est-ce que ça peut impacter, Mhm. toutes les faiblesses du système, puis ensemble justement, on va juste se remonter ça pour plus que personne n'aille de crainte, puis qu'on aille de quoi de sécuritaire le plus possible, là. Ah oui. C'est pour ça aussi que la compétition nous donne son feedback en faisant des reviews sur nos rapports, puis comme l'université. OK. Ouais. J'ai les chiffres exacts, là, 2018, là, au Speed Trap, là, donc la zone qui prenne la vitesse durant les courses. Là, c'était 176 km/h qu'il allait chercher. Wow. C'est Ouais, débile, pareil. dans une Ouais. course, sur une piste, tu sais, on s'entend que la vitesse maximale, elle pourrait être encore aller plus haut, sauf que ben là, t'es dans une course, un Ouais. virage qui s'en vient, fait que tu peux Mhm. pas, t'as jamais le temps vraiment dans une course d'atteindre ton top speed. Ouais. Wow. Fait Vraiment, non, c'est ça, c'est impressionnant. Fait que là, bon, fait que là, bref, avec toute cette tangente-là fermée, Thomas, c'est quoi que tu allais dire par rapport à ce qu'on parlait là tantôt? Là? Ouais, dans le fond, on parlait plus de simulation, tu sais, Mhm. côté mécanique, ça, comme Jérémy l'a dit un peu, c'est beaucoup de FEA tout. Côté simulation électrique, on a des simulations avec des BMS. Les BMS, c'est qu'est-ce qui va monitorer la batterie, euh, qu'est-ce qui va justement, c'est le système de sécurité de la batterie. On a beaucoup de programmation offline pour le contrôleur du moteur. Après ça, on a des codes MATLAB justement pour simuler toutes sortes d'affaires, là. Fait que, tu sais, on essaie d'en faire le plus possible offline, fait que de la programmation, mais ça reste que des fois, ben, t'arrives, puis là, t'es rendu dans le tuning du moteur, ben, t'as pas le choix d'avoir un dynanomètre pour tester ton moteur comme en temps réel, là, un peu, là. Ça, on peut dire ça de Mhm. même, là. OK, donc plein de programmes, fait un programme MATLAB, mettons, qui pourrait simuler un peu les événements pendant la course ou peut-être justement les virages ou je sais pas quoi, la Ben, c'est consommation un de peu, batterie. mettons, tu sais, il y a MATLAB. MATLAB a des extensions qui nous permettent, justement, son programme d'extension, nous permettent de programmer l'ordinateur de notre Ah, moto. Fait que, tu sais, faire toute la programmation de l'ordinateur. OK, si j'ai, mettons, le signal du frein, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est tout ça au final, là, faire. ouais. Fait que, Ça a l'air d'être quand même très complexe, pareil. Tu sais, les autos, on entend souvent que il y a beaucoup, beaucoup de sous-systèmes qui interagissent ensemble, qui ont été développés, chacun un peu indépendamment dans les années, dans les époques. Puis que là, en ce moment, ça se communique tout un peu chacun de son bord. Puis je pense que c'est un peu en même temps une mesure de sécurité que ça se communique chacun de son côté, les systèmes dans les autos, là, parce que je pense que c'est un système qui lâche, comme ça tu peux comme continuer d'opérer d'autres systèmes. Mais dans une moto comme la vôtre, est-ce qu'il y a beaucoup de sous-systèmes qui interagissent un avec l'autre? Tu sais, on a parlé tantôt de freins d'urgence, bon, les freins, moteurs, gestion de la batterie. Y en a-tu d'autres, des gros systèmes que j'ai pas parlé? ben, mettons, nous, dans notre moto de base, justement, pour éviter s'il y a un gros problème électrique, nos breaks, oui, on a un break électrique fait par le moteur, si on veut, pour justement établir de la régénération pour charger nos batteries, mais on a aussi des breaks comme dans une auto normale ou dans une moto, des breaks à disque, Mhm. fait que pour breaker. Fait que s'il arrive n'importe quel problème électrique, on est capable de breaker puis relancer la moto pareil. Mhm. Tu sais, côté composante, justement, euh, toutes nos composantes, nous, sur notre moto, on voulait que ça soit sécuritaire, peuvent, justement, on a un gros contacteur qui permet, un contacteur un peu pour le monde qui ne savent pas, c'est juste comme une grosse switch qui est ouverte.
pour empêcher le courant de la batterie à se propager. Fait que s'il y a un problème au niveau électrique, si l'ordinateur de la moto dit « Hey, j'ai un problème », si la drive, qui est le moteur contrôleur, qui dit « Hey, j'ai un problème », les BMS qui monitorent la batterie, j'ai un problème, ben tout le monde a le contrôle pour ouvrir puis désactiver la puissance sur la moto, puis juste dire OK, c'est assez, il y a un problème, on arrête. On a aussi un arrêt d'urgence qui est facilement accessible au pilote, justement dans le dash de la moto. Quand on est à l'arrêt, on a justement un autre arrêt d'urgence sur la tail de la moto. Fait que peu importe s'il y a une situation, ben, il y a quelqu'un qui aide à interagir rapidement sur la moto pour éviter des accidents puis que ça empire la gravité des blessures. C'est fascinant, ça, le nombre de systèmes. Puis là, la majorité des systèmes, finalement, c'est comme des mesures de sécurité supplémentaires, là, à part, mettons, faire avancer avec la gestion de la batterie et tout ça. Puis là, peut-être que je peux essayer de ramener Jérémy un peu dans la conversation. Au début, tu as rapidement mentionné le mot monocoque. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis intrigué. OK? Est-ce que tu pourrais parler de ça? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est un gros morceau mécanique, pareil. Là, c'est peut-être pas un système, là, mais ça peut peut-être faire partie des choses qui vous démarquent. Je sais pas. Ouais, mais en fait, je dirais que c'est une des principales choses là, qui démarque l'Université de Sherbrooke par rapport à ces motos-là, c'est que depuis le début du groupe, tous les motos qui ont compétitionné ont été faits à partir d'un châssis en monocoque. Et un châssis en monocoque, en fait, c'est typiquement, souvent les châssis qu'on va reconnaître, ça va être un assemblage de tubes. Ça peut être si on veut, juste un carré de tubes soudés ensemble. Puis par-dessus, on va mettre de l'habillage pour donner une belle forme à tout ça. Un châssis monocoque, on va avoir certains profils, c'est sûr que c'est pas toutes les formes de la moto qui sont structurelles, mais en gros, ça va être certains profils de la moto qui vont faire partie intégrante de la structure. Ah. Ça fait que nous autres, c'est particulièrement comme les profils de côté, là, si on veut, la moto n'est pas rectangulaire, elle fait un peu évasée. Puis ceux-là, ils viennent donner de la rigidité à notre frame, puis qui est le châssis. Pour la monocoque, ça ressemble à ça. Puis la facilité de ça aussi, c'est que ça nous permet, exemple, c'est un gros trou pour la batterie. Ça fait que c'est facile quand on parlait tantôt d'une plateforme adaptable, c'est qu'on a un trou de batterie qui est par le dessus, facile d'enlever les batteries. Si on change la forme de nos batteries éventuellement, comme projet plus loin, on va être capable de le faire tout en n'ayant pas à modifier tout le châssis au complet. Cette année, des nouvelles modifications, c'est qu'il y a certaines ouvertures pour faire passer du refroidissement à l'eau sur le côté du châssis. C'est toutes des choses qui sont faciles à venir adapter avec ce type de châssis-là. Puis aussi, on vient chercher une certaine rigidité dans tout ça là, qui est intéressante. Wow. OK, je commence un peu à comprendre. Fait que c'est ça l'avantage. Puis ça rentre justement avec ce que vous parliez tantôt de modularité, puis d'accès, de remplacement et tout ça. OK, je comprends, merci. OK, ben c'est quand même, c'est fascinant. C'est quand même plus simple que ce que je pensais, mais c'est quand même fascinant. Est-ce que vous avez donc des morceaux du châssis, ben j'aurais dit du châssis, de la partie externe du châssis, qui sont en fibre de carbone puis de matériaux exotiques comme ça, ou vu que c'est soudé ou que c'est uni avec une structure métallique, on pourrait dire souvent en acier, Pour c'est fait acier aussi? Pour le châssis, en ce moment, c'est entièrement en aluminium. On n'a pas les moyens comme équipe ou les connaissances seulement OK. de développer de quoi en fibre de carbone. La fibre de carbone, ça va surtout être pour plus ce qu'on appelle fairing là, en anglais. C'est toutes les pièces esthétiques qui viennent donner la forme, exemple à l'avant de la moto, ou bien la pièce qui embarque par-dessus la tail, on peut dire la queue, qui est comme la partie du banc de la moto. Tout ce qui vient donner le profil va être en fibre de carbone, mais tout ce qui est sur le châssis, on a gardé ça simple en aluminium. On n'a pas tellement les connaissances ou les installations là, pour développer de quoi de plus compliqué que ça. Mais pourquoi est-ce que c'est les éléments de profil, justement, comme tu mentionnes, qui sont en fibre de carbone? C'est-tu parce que c'est plus facile à former ou à faire une forme plus bizarre? Mais je dirais que c'est quand même, c'est pas si simple que ça à former de la fibre de carbone. Là. C'est pas non plus du rocket science, mais faut que tu sois assez agile puis que tu fasses bien ça pour que ça donne des beaux résultats. Mais là, avec la fibre de carbone, on peut aller chercher des pièces vraiment légères. Ça fait que, tu sais, je parlais des profils, c'est des pièces esthétiques. Si la moto, c'est vraiment sensible avec le poids, si tu te rajoutes une tonne de poids pour des pièces esthétiques, ça fait pas vraiment de sens. Puis ensuite de ça, ça reste que, mettons, une moto qui va à 200 km/h, le vent, il exerce une force qui est certainement significative. Puis la moto, elle peut tomber, elle peut frotter à quelque part, tu veux pas que tout casse automatiquement aussitôt qu'il arrive de quoi à la moto. Ça fait que
la fibre de carbone vient donner une certaine résistance à ça, mais ça reste que c'est pas des pièces structurelles qu'on a besoin d'avoir des calculs rigides là, pour prouver que ça va tenir. OK. Je comprends. Fait que c'est un peu plus, c'est ça qui est pas ultra, c'est ça, ultra critique, mettons, Ouais, en termes de charge, mais le reste. ouais, exact. OK. Puis là, change un peu de sujet, puis tu sais, on commence à s'enligner pas mal sur la fin. Euh, Ça ressemble à quoi, généralement? Je connais vraiment pas ça, là, je sais pas si ça paraissait, mais les performances de votre véhicule par rapport à des motos, on peut dire, traditionnelles à gaz ou avec des moteurs thermiques, comme tu l'as Ouais, mentionné, Thomas. ouais. Dans le fond, là, présentement, nous autres, on a un moteur électrique. Et le moteur électrique, tu sais, combien il dégage, mettons, en HP? Il dégage 64 HP. Si on parle de moto, souvent les connaisseurs de moto, n'importe qui, on a tu sais, c'est des 250cc, des 300, des 400, jusqu'à 1000. Un moteur de 64 HP, c'est environ un moteur de 400cc. OK. Mais tu sais, c'est dur un peu à comparer l'électrique avec thermique parce que l'électrique, ben, tu as un torque instantané. Fait que tu sais, ton Mhm. moteur est capable de. Tu as besoin de torque, ton moteur il va te donner automatiquement ton torque, tandis qu'un moteur thermique, ça va marcher. Le torque va être vraiment dégagé à haut RPM. Fait que tu sais, cette comparaison-là OK. est comme un peu dur à faire. Mhm. Mettons, si je peux donner un exemple, moi j'ai une moto, une 650cc. Puis le moteur, ben, tu sais, mon moteur, il est capable de dégager environ 90 HP. Mais le moteur électrique de 64 HP, ben, tu sais, il va être capable de me battre assez facilement, là. Fait que, tu sais, OK. c'est des C'est pas comparatifs pareil. OK. de même là, qui est vraiment dur à comparer parce que l'électrique, c'est Mhm. vraiment du torque instantané. Puis Mhm. ça change toute la game, là. C'est un point majeur. C'est un des avantages électriques, là. Puis t'as pas beaucoup de pertes dans un moteur électrique comparativement à un moteur thermique. Parce qu'un moteur Mhm. thermique, on l'entend. Toutes les pertes que tu entends, que en chaleur, c'est tout des pertes Des pertes. Ouais. d'énergie. Fait que tu arrives avec un moteur électrique, tu entends un petit silement, ben c'est la seule perte que tu as. Un petit échauffement par-ci par-là, mais pas plus. Fait que tu sais, tu as 64 HP quasiment peu, tandis que thermique, tu as un 64 HP, mais avec plein de pertes autour. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement, quand tu dis c'est accélération instantanée pour une moto électrique ou un moteur électrique, tu sais, comme les Tesla, on entend souvent ça, là. Est-ce que les pilotes, ils doivent, ou est-ce que vous devez programmer des séquences spéciales pour pas qu'ils partent sur le wheelie, là? Tu sais, comme quand tu vas en vélo et tu veux faire un wheelie, tu te donnes une petite swing de torque, on peut dire instantanée, là, C'est Je sûr sais que pas. ben là, présentement, on n'a pas, avec notre moteur 64 HP, nous autres, on n'a pas, tu sais, on n'a pas encore moto. Fait que oui, présentement, tu sais, le moteur il est sur un banc de test, puis genre on est capable de l'actionner avec la poignée à gaz, si on peut, Mhm. la poignée qui normalement c'est à gaz. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que on va probablement prendre des précautions justement si on voit que genre on a un trop gros torque instantané puis le gars est tout le temps en train de partir sur wheel, bon, on va être capable de justement fluctuer la courbe puis donner Mhm. moins de torque. Mais aussi, on a quand même un pilote qui il a participé à des courses un peu partout. Fait que c'est un OK. pilote qui a de l'expérience. Fait qu'on on s'attend vraiment de lui qu'il soit capable de gérer cette puissance excessive-là. Ben, ce OK. torque instantané-là. Fait que ça va être vraiment. On va voir rendu là, qu'est-ce qu'on fait avec ce torque-là. OK. OK, fait que c'est à voir en temps et lieu. Vous pouvez peut-être tuner ça justement là-bas. C'est Ouais. ça, j'ai l'impression, après avoir fait les tests avec le pilote. Ça va être OK. probablement surtout genre au feeling du pilote, là. C'est plus lui qui va nous le dire, là. Fait que. Mhm. OK. Est-ce que le pilote, c'est une célébrité ou pas vraiment? Peut-être qu'il y en a qui le connaissent ou pas. Est-ce que c'est divulgué ou je sais pas. Là, tu dis, ah, il a déjà fait des courses partout. Je sais pas s'il y a des Ben, fans c'est de pas. lui. Probablement que le monde. Je vais pas m'avancer nécessairement sur son nom, là, tant que c'est pas OK. officiel. Mais les gens qui ont fait de la course de moto, qui font beaucoup de track, ils ont peut-être déjà entendu son nom. Là. Tu sais, il a coursé sur le circuit canadien. Fait que c'est pas. OK. Il est connu dans le monde de la moto au Québec. Sans plus, d'après moi. Là, je le connais pas personnellement. Fait que- mais ouais. OK. Donc, restez à l'affût pour savoir le pilote de l'Emus. Ouais. Euh, Donc, là, finalement, dernière question, peut-être pour fermer, là, on est vraiment c'est ça, sur la fin là, du podcast. Quels sont les défis qui restent devant vous? Vous m'avez parlé peut-être de regarder pour optimiser la batterie, quelque chose qui serait facile à faire avec le monocoque et comment tout est construit, ou on pourrait dire un peu l'interchangeabilité des composants.
C'est quoi un peu qui vous reste un peu comme obstacle ou comme chose que vous voulez vraiment optimiser ou attaquer prochainement? On peut splitter ça en deux. Tu sais, mettons côté électrique, il y a beaucoup justement le tuning, genre l'optimisation genre du comportement de la moto. Après ça, il reste beaucoup encore de la programmation de l'ordinateur. Présentement, on a quand même un bon défi avec l'ordinateur qui a genre des problèmes de licence au travers, puis la compagnie n'est pas canadienne, fait que ça fait un peu distorsionner les affaires. Mais côté électrique, c'est pas mal les deux seules affaires qui nous restent. Sinon, ben, l'optimisation un peu de la batterie, on va pas faire ça avant la compétition, mais qu'on envisagerait justement d'optimiser la batterie, l'améliorer et tout. Côté mécanique, je vais laisser Jay parler de ça, parce que Ouais. c'est pas mon fort. Côté mécanique, pour la compétition, ce qu'on s'enligne, ça va être on est en phase de terminer la fabrication. Là, ça fait que je dirais que c'est le défi, avoir une moto fabriquée, assemblée qui roule en entier. Là. C'est ce qu'on focus surtout présentement. Puis avant la compétition, ça va être vraiment plus si on a le temps d'aller tester en circuit fermé pour faire des petits ajustements par rapport au pilote, qu'est-ce qui est mieux, le balancement des freins, la géométrie de suspension, la stiffness en avant, en arrière. Ça va être ce qui est à faire pour la compétition. Puis éventuellement, pour les projets après, ça va être de voir justement si on apporte des modifications à la batterie, il va optimiser le poids, ça reste que c'est toujours un grand projet. Ouais. Puis peut-être on a fait des changements géométriques par rapport aux dernières années. Fait que la nouvelle moto va pouvoir nous permettre de recueillir du data par rapport à ça. Puis ça va être de revoir un peu la géométrie. Il y a beaucoup de géométrie de suspension arrière là, qui diffèrent. L'avant de la moto, c'est à peu près toute la même chose pour tout le monde. Mais pour tout ce qui se passe en arrière, là, il y a des choses, là, je sais pas, tu as sûrement déjà vu les systèmes 4 barres en mécanique dans ton bac, puis ces choses-là. Fait qu'il y a des choses à faire avec la suspension pour rendre ça plus compact, plus d'ajustements possible. Mais ça va ressembler à ça. OK. C'est fascinant. C'est une moto c'est quand même assez petit des motos. Fait que là, c'est ça, il y a quand même une certaine densité de systèmes. On a parlé de tous les systèmes d'urgence. Là, tu te dis, ben là, la suspension arrière serait à modifier. C'est tellement tout petit, tout compact déjà, j'ai l'impression. Fait que c'est vraiment fascinant de voir vers où vous pouvez aller puis où ça peut être encore amélioré. Ouais. C'est vraiment génial. Ça conclut pas mal l'émission pour aujourd'hui. Je vous laisse quand même le micro, les gars, pour la fin. Y avait-tu des choses qu'on n'avait pas vraiment eu la chance de discuter, que vous aimeriez souligner ou parler? Je sais pas, je vous laisse l'opportunité. Ben, c'est peut-être plus un peu large, mais on est toujours à la recherche de partenaires. Donc, si il y a des personnes justement du monde de business ou n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui veut venir nous aider à construire dans le projet, on va toujours être ouvert. Notre site, c'est emus.ca. Vous allez être capable d'assez facilement nous retrouver. On a une page Facebook, on a un LinkedIn, on a un Instagram aussi. Puis écrivez Emus, vous devriez nous retrouver à quelque part. Puis on est toujours ouvert pour des affaires de partenariat. Puis on va toujours apprécier justement tout le monde nous apporte autour parce que c'est pas juste la ville de Sherbrooke qui nous aide, mais aussi plusieurs villes de personnes. Mettons, moi je viens de la Beauce, il y a beaucoup de personnes de la Beauce qui viennent nous aider dans le projet. Même chose pour un gars qui vient de la Gaspésie. Donc on vous adore, puis un gros merci de contribuer dans le projet. Excellent. Excellent. C'est vraiment des belles paroles, effectivement. Sans des fois, les commanditaires comme ça, puis toute l'aide, c'est ça, des fois, ça peut pas se rendre là. Fait que c'est vraiment cool. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément pour votre présence, encore une fois, Thomas et Jérémy. C'était vraiment cool comme épisode. C'est vraiment un magnifique projet. Là. Bravo, félicitations. Puis bonne chance pour votre course. Mais merci à toi. Merci. Yes. Merci aux auditeurs, surtout, d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.